Alors, chers élèves de troisième année, voilà un autre modèle d'examen régional. Commençons par les restitutions des connaissances. Donc, on vous demande de définir les mots et les expressions suivantes. Un micro-organisme, pathogène et une toxine. Donc, micro-organismes, ce sont des êtres microscopiques tels les bactéries, les virus, champignons, unicellulaires et protozoaires. Donc, un pathogène, bien quelque chose de pathogène, sont des microbes. Il cause des maladies. Alors, des types de germes pouvant provoquer un certain type de maladie. Les toxines, c'est une matière sécrétée par des bactéries qui peuvent provoquer des maladies. Voilà. Alors, ici, on vous demande de dire vrai ou faux pour les propositions. Donc, la paramécie fait partie des virus. Donc, je ne vais pas insister là-dessus parce que normalement, vous devriez ça voir pendant le cours. Ce sont des restitutions des connaissances. Alors, c'est faux. La moisissure du pain est un champignon microscopique. Oui, c'est vrai. Les virus se reproduisent, bien sûr. Ils ne peuvent pas se reproduire à eux-mêmes. Ils doivent chercher une cellule vivante. Donc, ils se reproduisent à l'intérieur des cellules vivantes. Donc, la vie d'un protozoaire, bien sûr, c'est un protozoaire. L'exercice suivant, on vous demande de savoir quel est le terme, l'expression qui convient à celle-là. Donc, une partie cérébrale qui renferme les aires sensitifs et moteurs. Donc, ça se trouve bien, on trouve dans les hémisphères cérébraux. Centre nerveux de réflexe, c'est quoi? C'est la moelle épinière. Donc, c'est une valeur minimale de l'intensité qui provoque une excitation. Donc, il ne peut pas y avoir une réponse après une excitation s'il n'y a pas un seuil d'excitabilité. Donc, un nerf qui conduit les deux influx nerveux sensitifs et moteurs, centrifugés, c'est-à-dire c'est moteur. Donc, c'est un nerf qui renferme les deux. C'est un nerf mixte. L'exercice suivant. Alors, on excite la patte pour les renseignements scientifiques, communication écrite et graphique. On excite la patte postérieure gauche d'une grenouille. On observe une réponse de cette patte. Donc, comment on appelle ça? Donc, c'est un type d'activité nerveuse qu'on nomme un mouvement involontaire, ou bien exactement un réflexe médulaire. Pourquoi c'est médulaire? Parce que le centre nerveux qui est responsable de cette activité, c'est la moelle épinière. Donc, ici, vous avez un schéma. Donc, vous devriez normalement voir tous les éléments qui le constituent. Vous avez la partie gauche et la partie droite. Pourquoi ça, c'est droite? Normalement, parce que c'est la racine postérieure. Il a un ganglion spinal qui se trouve dans la partie dorsale. Donc, on vous demande de légender. Donc, ici, vous avez la partie centrale qui c'est la matière grise. Et vous avez ici la racine postérieure. Et vous avez ici le nerf qui contient les deux influx qui conduisent les deux influx nerveux sensitifs et moteurs. C'est le nerf achillien. Et la partie C, c'est celle-là. C'est la côte transversale de la moelle épinière. Donc, la question suivante, on vous demande de préciser le rôle de l'organe C. Donc, quel est l'organe? Quel est son rôle? Donc, il reçoit l'influx nerveux sensitif venu de l'organe récepteur sensitif, qui est la peau, puis la transforme en influx nerveux moteur qui va se diriger vers les muscles pour provoquer la contraction de ces muscles-là. Donc, c'est un centre nerveux de réflexe médulaire, reçoit l'influx nerveux sensitif est venu de la peau et la transforme en influx nerveux moteur en direction des muscles. Donc, ici, on vous demande de tracer le trajet de l'influx, comme on l'a dit tout à l'heure. Ici, il y a un neurone d'association qui relie les fibres nerveuses sensitives aux fibres nerveuses moteurs qui vont transporter l'influx nerveux moteur vers les muscles. Donc, on vous demande ici de nommer ce trajet. Donc, le trajet, comme vous l'avez constaté pendant le cours, il est sous forme d'un arc. C'est pour cela qu'on l'appelle un arc réflexe. Donc, l'exercice suivant. À la suite d'un accident, un conducteur présente une paralysie de la main gauche. Quant à son ami, il a perdu la vue. Donc, j'ai écrit ça en grammaire. Normalement, pendant l'examen, vous devriez avoir un crayon pour souligner les mots clés et les verbes d'action. Donc, ici, on vous demande de proposer une hypothèse pour expliquer ces deux cas. Une hypothèse pour chacun d'eux. Donc, pour le chauffeur, si on voit ici qu'il y a la paralysie, donc vous devriez normalement savoir quels sont les éléments qui interviennent dans le mouvement, dans le cas normal. Mais à la vue aussi, vous devriez savoir quels sont les organes qui interviennent pendant la sensibilité de la vision. Donc, ici, on va donner une hypothèse quelconque parce que normalement, il y a 3 ou 4 organes qui interviennent dans le mouvement.
Donc j'ai proposé l'une. Peut-être qu'il y a section de la maille épinière, mais son ami, normalement, peut-être qu'il a une atteinte au niveau de l'air vésiculaire. Donc ce sont des hypothèses, mais dans l'hôpital, le médecin va voir autre chose, va faire d'autres analyses et d'autres observations pour dire vraiment pourquoi il y a les deux atteintes. Donc ici, vous avez, lorsqu'on pique la main des doigts, il y a flexion de la main, donc je pense que la peau normalement il est intact, ainsi que les nerfs, et il garde la sensibilité consciente de la main. Les muscles de la main sont intacts, donc il n'y a pas de problème ici. Donc qu'est-ce qu'il reste? Si vous voyez ici qu'il y a une atteinte au niveau d'une zone qui se trouve en avant du ciel rondon, donc comme vous le savez, c'est la zone, c'est l'aire motrice, donc c'est pour cela qu'il y a paralysie, donc il n'y a pas naissance de l'influx nerveux au niveau de cette zone-là, malgré l'intégrité des organes qu'on a cités tout à l'heure. Pour son ami, il y a les yeux qui sont sains, les neuropsies qui sont intactes, donc on voit ici que l'atteinte il a atteint la partie postérieure du cerveau, c'est-à-dire les zones atteintes qui sont ici, ce sont les aires visuelles. Donc c'est pour cela que lorsque les flux nerveux arrivent de l'œil, qui a été transporté par les nerfs optiques, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'ils arrivent au niveau de cette zone-là, il est atteint, donc il n'y a pas d'air qui va analyser la vision venue des yeux. Donc la question suivante, pourquoi le médecin il a piqué les doigts de la main, on va dire, et comment peut-on expliquer l'atteinte du conducteur et de son ami? Donc on a déjà discuté de tout ça. Donc pour savoir est-ce que les récepteurs sont la peau fonctionne bien, donc pour le conducteur, la zone atteinte du cerveau, c'est l'aire motrice, et son ami, c'est la zone atteinte du cerveau, c'est l'aire visuelle. C'est pour cela, le premier, il est paralysé, et le deuxième, il a perdu la vue. Donc, supposons que la région touchée chez le conducteur s'est produite au même endroit ici, mais de l'autre côté. Donc, comme vous le savez, que les deux hémisphères contrôlent les parties opposées du corps, c'est-à-dire que l'hémisphère droit contrôle la partie gauche et vice-versa. Donc, si l'atteinte il est ici, c'est la partie droite qui sera paralysée. Donc, afin de terminer le taux d'anticorps sécrétés par le système immunitaire, on a réalisé les expériences suivantes. Donc, on va passer directement pour voir. Donc, au temps T1, voilà, on injecte une quantité d'antigène A et au 28e jour, on injecte au lapin la même quantité d'anticorps A et une autre quantité d'antigène P égale à A. Donc le document qu'on va voir, il exprime la variation. On a pris le sang pour voir le taux des anticorps produits après l'injection de ces deux anticorps dans le corps de cet animal. Donc on vous demande d'analyser des courbes. Donc on va voir, pour la première, on constate qu'il y a ici une période dont il n'y a pas production, puis diminution de taux d'anticorps. Deuxième injection, la production est presque directe et un taux qui est très élevé. Pour le deuxième, l'antigène EP, il y a aussi une période dont il n'a pas production, augmentation puis diminution. Donc, on vient de le dire, mais la question essentielle ici, c'est comment expliquer pour la différence observée après la deuxième injection. Donc ici, première injection, production, ça demande un peu de temps parce que normalement le corps, c'est-à-dire le système immunitaire, il reconnaît la période de reconnaissance de l'antigène, puis la multiplication des lymphocytes B pour la production des cellules mémoire et les anticorps. Mais lorsqu'il y a la deuxième injection par le même antigène, le corps ou bien le système immunitaire, déjà il reconnaît l'antigène, la production directe, et puis avec un taux très élevé. Alors que pour l'antigène B, c'est pour la première fois que le corps il est en contact de cet antigène, donc il faut qu'il y ait une période de reconnaissance et la production. Mais si on fait ici deuxième injection de ce antigène B, donc il y a la production directe et puis avec un taux très élevé. Donc comment expliquer certains enfants lorsqu'ils sont protégés contre plusieurs maladies comme la diphtérie et la coqueluche, lorsqu'ils ont été atteints par ces maladies, donc lorsque un microbe, c'est-à-dire un antigène va entrer dans le corps va essayer de reconnaître cet antigène, de produire les anticorps spéciaux pour cette microbe qui a été entré dans le corps, et lorsque le microbe
une deuxième fois va entrer dans le corps, il va trouver qu'il y a déjà des cellules mémoire qui ont reconnu l'antigène qui a été entré pour la première fois. Donc lors de l'entrée d'un antigène dans le corps, le système immunitaire, celui-ci immunitaire, se multiplie et donne des lymphocytes mémoire qui se rappellent de l'antigène lorsqu'il entre dans le corps une deuxième fois et produit des anticorps pour le combattre. Et comme ça, ils seront immunisés, ces enfants. Donc ici, pour savoir comment le système immunitaire agit lorsqu'il y a un antigène, une sorte de bactérie et un antigène virus, quelles sont les deux voies qui ont été intervenues pendant l'entrée de ces deux antigènes. Voilà l'expérience qui a été réalisée sur des souris. Donc, première injection, on injecte ici un virus X atténué, c'est-à-dire qui a perdu le pouvoir toxique. Voilà, la souris 0 à 0. Deuxième souris qui était injectée par une bactérie atténuée. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la prise du sang de cet animal. Et puis on va injecter le sérum de cet animal immunisé à une souris et puis on injecte les lymphocytes T. Le résultat obtenu pour cette première expérience, l'injection pour la souris A, pour la souris 2, l'injection du virus X virulent est là et l'injection du virus X virulent pour les deux. Ici il y a la mort, mais ici la souris est restée vivante. Deuxième expérience, injection d'une bactérie ici, atténuée, et puis prise du sang comme la première. On injecte le sérum et les lymphocytes. Le résultat pour les deux souris, d'une bactérie Z virulente, c'est-à-dire qui provoque la maladie. Ici, l'injection aussi. Ici, je m'excuse, la souris vivante, mais ici, la souris est morte. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, si on injecte le sérum et l'animal reste vivant, c'est-à-dire qu'il y a une introduction une réaction par les anticorps. Mais s'il y a la mort, donc s'il n'y a pas des anticorps qui n'ont été injectés, mais c'est autre chose. Donc ici, c'est la mort après l'injection du sérum. Ça veut dire que l'immunité n'a pas été réalisée par la production des anticorps, mais par les lymphocytes. Ici, le sérum, la souris, il a resté vivante. Donc ici, c'est un cas d'introduction du système immunitaire par la production des anticorps. Donc la question est demandée, quelle est la voie de l'immunité dans les deux cas? Donc c'est ça la question demandée. Donc détermine la voie de l'immunité. Donc je vais revenir en arrière pour savoir ici s'il y a la mort de l'animal après l'injection du sérum. Donc c'est une immunité qui n'a pas été faite par les anticorps, mais par les lymphocytes. Donc c'est la voie immunitaire cellulaire. Et ici, deuxième par la voie humorale. Donc si la production si la réponse immunitaire se fait par les anticorps, c'est la voie humorale. S'il est faite par les lymphocytes T, T4, il y a une immunité à réponse à médiation cellulaire. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, c'est pas besoin d'être fou pour être un prof de SVT, mais ça va aider à être un professeur. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.